Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h du 9 février, du 20h15 du 9 février 2022. Cela dit, les rues de Niamey ont été prisées d'assaut ce matin par plusieurs milliers de jeunes étudiants et des collégiens pour la commémoration du 32e anniversaire du 32e anniversaire des 3 jeunes tombés le 9 février 1990. Le thème retenu cette année est la résilience des scolaires nigériens face à l'extrémisme violent. Plus de détails avec Ramoto Moru sur les images de Abuna Serag. À l'instar des précédentes années, les scolaires nigériens sous la houlette du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN ont cette année aussi battu le pavé pour davantage réclamer de l'État du Niger la fin de 32 ans d'impunité. Ils revendiquent comme toujours que justice soit rendue à leurs camarades tombés le 9 février 1990 sous les balles des forces de l'ordre. C'est martyr du 9 février 1990. Mort sur le champ d'honneur au nom de la démocratie. Il s'agit des camarades étudiants de l'université Abdou Moumouni et Abdou Massagir et Aliou Nahanti et le collégien Issaka Kani. Voilà 32 ans que les scolaires nigériens crient justice à ces martyrs. 32 ans que la lutte continue et doit continuer toujours. Le temps est passé. Le sang fut versé sur le pont. L'eau a coulé sur le pont qui est devenu depuis lors pont des martyrs de la démocratie. Chers camarades, la rue de l'histoire tournant, seules les montagnes ne se rencontrent jamais. C'est dire qu'un jour, les auteurs et complices des assassinats du 9 février 1990, ceux ayant sévi après, seront au rendez-vous de l'histoire et rendront compte au peuple souverain de leur forfait. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens est convaincue que tant que la lutte continue, la justice à nos martyrs sera matérialisée en dépit de tentatives d'étouffement de ces crimes odieux auxquels les scolaires nigériens ne resteront point indifférents. Le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey IEMI a rappelé que l'agenda historique commémoratif de chaque 9 février les oblige à faire un retour rétrospectif de l'histoire des événements tragiques du 9 février 1990 afin de rappeler à chaque génération son devoir et la partition qu'elle doit jouer. Aujourd'hui, 32 ans déjà, comme si c'était hier, d'irréparables crimes crapulés contre nos 3 camarades de l'USN restent impunis. Et chaque année, la communauté des scolaires nigériens, à travers le comité directeur de l'USN, commémore l'anniversaire de leur assassinat lâche, barbare, bestial et inhumain qui est en date du 9 février 1990. 3 compatriotes sincères, 3 militants soucieux du devenir de la nation, 3 guerriers qui vont donner leur vie pour sauver celle de toute une nation. Ils étaient parmi ces victimes, d'autres communément appelés martyrs, vivants, dont beaucoup sont encore en vie. Ceux-là ont changé la destinée de toute une nation. En effet, conformément à leur mission de défense des intérêts matériels et moraux des militantes et militants et au-delà de la lutte aux côtés des masses populaires, les scolaires nigériens, dans une synergie d'action de toutes les sections, décidèrent d'entreprendre une marche pacifique au fin d'informer et de sensibiliser en tant qu'élite intellectuelle la population sur le danger des mesures draconiennes contenues dans le PAS, le programme d'ajustement structurel, décrié et rejeté aussitôt par le peuple nigérien qui était encore enfermé dans son bel effroi face à la réaction qui n'hésitait point à réprimer, à réprimander les agissements hostiles à sa gouvernance.
À l'occasion de cette commémoration, plusieurs activités sportives et culturelles ainsi que des conférences sur diverses thématiques ayant trait à la démocratie et à l'état de droit, les problèmes de l'école nigérienne et plein d'autres activités sont prévues. Certaines de ces activités ont démarré depuis le 4 février 2022 pour donner un cachet particulier à la présente édition qui s'achèvera par une marche de recueillement le 16 février 2022. Comme vous venez de le constater, 9 février 1990 à 9 février 2022, c'est la célébration du 32e anniversaire de la commémoration des 3 jeunes étudiants tombés en 1990. En visite de travail au Niger, Irène Kailin, présidente du Conseil national suisse, a accordé une interview au studio Kalangu. Pour Irène, c'est en investissant dans l'éducation des jeunes que cette frange de la population offrira au Niger une perspective de développement. Suivez plus tôt. J'étais toujours une animale politique, comme on disait, mais je ne voulais jamais faire de la politique dans les institutions. Mais comme j'ai vu qu'il y a aussi chez nous pas assez de femmes, pas assez de jeunes dans les parlements, dans les postes responsables de la politique, je me suis quand même dit, mais il faut des exemples pour que ça change et pour que nos filles, un jour, ont vraiment des exemples pour s'engager dans la politique. Et moi, je suis persuadée que si on arrive à être la moitié dans les parlements, dans les gouvernements, ça change. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans la politique et je m'engage toujours. Et c'est clair que la crise climatique et aussi l'avenir de la génération future me tient depuis toujours au cœur. Et c'est pas comme hasard que moi je suis une parlementaire verte. Oui, j'ai commencé au Grand Conseil d'Argovie, le canton, c'est comme un district. Là, j'ai siégé pendant 7 ans dans le Parlement local un peu, ou bien cantonal chez nous. Chez nous, c'est beaucoup très petit. Et on a ce système de fédéralisme, donc le pouvoir s'est décentralisé. Et bien après, je me suis présentée plusieurs fois pour le Conseil national et la deuxième tour, je ne suis pas arrivée directement dans le Parlement, mais mon prédécesseur a pris la décision de se retirer, donc je suis entrée pour lui dans le Parlement. Maintenant, j'ai la grande opportunité d'être la première citoyenne du pays, parce que chez nous, c'est la poste la plus haute, et ça veut aussi dire que dans notre démocratie, et comme toutes les démocraties, le peuple, les concitoyennes et les concitoyens sont les souverains. Je pense que l'éducation n'est pas seulement le mot-clé, mais c'est vraiment le clé pour l'émancipation de la jeunesse, mais aussi pour se battre contre les injustices, aussi pour se battre contre les injustices entre les sexes. Et c'est pour tous les jeunes, bien sûr, mais je pense quand même particulièrement pour les femmes. Et on a eu la chance à Maridi de voir les projets humanitaires, mais aussi de l'éducation alternative sur terrain. C'est très bien ce que se passe là-bas, mais vu qu'à Maridi, que 50% des enfants vont à l'école, le chemin est encore dur et long, mais je suis sûre, si vous continuez à investir dans l'éducation des jeunes, les jeunes vont avoir une perspective et vont donner aussi au Niger une perspective. Nous sommes dans le mois béni de Rajab du calendrier musulman. Quel est le comportement que doit tenir le fidèle musulman ainsi que les recommandations prophétiques? Élément de réponse avec Oustaz Jibril Sahabi, imam de la mosquée Ibn Baz. Le mois de Rajab, c'est le 7e mois du calendrier musulman. Le nom de Rajab a été mentionné dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, hadith rapporté par le compagnon qu'on appelle Abu Bakra, là où le messager sallallahu alayhi wa sallam expliquait que la totalité des mois en islam est au nombre de 12. Parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Parmi les 4 mois sacrés figure le mois de Rajab.
Donc quand on dit un mois est sacré, il y a deux principales implications. D'abord, il est interdit de mener des expéditions au cours de ce mois, c'est-à-dire de mener des guerres saintes au cours de ce mois. Deuxièmement, il faut se priver de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ce mois. Le mois de Rajab, bien entendu, c'est un mois qui a une histoire dans la période anté-islamique, c'est-à-dire la période avant l'islam, la jahiliya. Les gens menaient des actes d'adoration que l'islam a, si vous voulez, abrogé par la suite. Mais retenons que c'est un mois sacré. Il convient pour tout musulman de veiller à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de multiplier les actions que le musulman est censé mener durant tout mois sacré. Mais il faut éviter de tomber dans les innovations qui sont inventées, qui sont de pures inventions durant ce mois de Rajab. Parmi ce qui a été innové au cours de ce mois de Rajab, il y a ce que les gens appelaient as-salatul raghaib. Salatul raghaib, que Cheikh Islam bin Taymiyyah a clairement expliqué que c'est une pure innovation des gens de la jahiliya. Le fait de jeûner le mois de Rajab en entier, c'est une interdiction formelle. Le messager sallallahu alayhi wa sallam interdit de jeûner des mois en entier. Il dit, à part le mois de Ramadan, il n'y a aucun mois où le musulman est censé le jeûner entièrement. Et durant le califat de Omar ibn al-Khattab, il fouettait les gens qui jeûnaient le mois de Rajab. Il leur disait, laissez de jeûner ce mois, c'est les gens de la jahiliya qui jeûnaient ce mois. Il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés dans les bienfaits de jeûner ou bien de prier au cours du mois de Rajab, sauf que la totalité de ces hadiths sont faux. Il n'y a pas un hadith authentique qui rapporte le mérite du jeûne du mois de Rajab ou bien les prières nocturnes durant le mois de Rajab. L'essentiel qu'il faut saisir à ce niveau, c'est que le mois de Rajab, c'est un des mois sacrés et il faut veiller à ce que le musulman respecte cette sacralisation, c'est-à-dire de ne pas désobéir, de ne pas commettre des péchés au cours de ce mois et surtout de ne pas verser le sang au cours de ce mois. Après les différentes fêtes tournantes dans les régions du Niger, le directeur général de l'Agence de modernisation des villes s'est prononcé sur la suite à donner pour la consolidation des acquis de la modernisation et ce qui reste à faire dans une interview qu'il nous a accordée, que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine en fin de ce journal. Dans notre domaine spécifique de compétences qui est le développement urbain, qui est la construction urbaine, qui est la gestion urbaine. Il y a aussi des acteurs dans le sectoriel, ceux qui interviennent sur les questions d'eau, ceux qui interviennent sur les questions d'assainissement, sur les questions d'éclairage, d'électricité, etc. Nous devons être, si vous voulez, maîtres de cérémonie en charge de créer de l'harmonie dans cette diversité d'acteurs qui intervient dans la ville. Voilà, si je peux me résumer, qu'est-ce qui justifie d'abord la création de l'agence et les missions de l'agence. Non seulement nous devons consolider ou aider à consolider ces acquis. Il y a eu énormément de réalisations à Niamey, il y a eu énormément de réalisations dans les autres villes du Niger. Bien sûr, il faut poursuivre, mais avant de poursuivre, il faut consolider cela. Il faut créer les conditions d'une meilleure appropriation de cela. Il faut créer les conditions d'une meilleure utilisation de cela pour leur pérennisation. Après, s'ensuit le renforcement et aller aussi, par la suite vers d'autres champs de développement parce que la ville bouge. Nous devons continuer à faire en sorte que, à l'échelle internationale, que nos villes soient à l'heure de construction urbaine, que nos villes ne soient pas en retard par rapport aux villes de la sous-région, que nos villes ne soient pas en retard par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement urbain.
Pour cela, nous allons capitaliser sur nos expériences du site, mais nous allons aussi capitaliser sur les expériences d'ailleurs. Allons au marché dans cette édition où une de nos équipes est allée faire le constat sur la disponibilité des fruits et légumes dans le marché. Pourquoi ces aliments sont abondants sur nos marchés? Voyons cela dans ce reportage. Sur les différents marchés de la capitale de Niamey, les légumes comme les fruits sont disponibles et abondants partout sur les différents points de vente. C'est le même décor: tomates, choux, aubergines, carottes, toutes sortes de légumes qui jouent un rôle de premier plat dans l'alimentation de l'être humain. Tout comme les légumes, les fruits sont aussi disponibles sur les marchés, à savoir bananes, oranges, mangues, diverses sortes de fruits et légumes, les termes manquent. Ce qui signifie que les populations peuvent consommer des aliments en fonction de leurs moyens, car les prix sont plus ou moins abordables, même si selon certains vendeurs de fruits, la période propice pour l'abondance des fruits, c'est en hiver. Cette disponibilité est déjà satisfaisante pour la ménagère, car ça va lui permettre de bien préparer son repas savoureux accompagné d'un dessert avec toutes sortes d'aliments utiles pour la santé. Malgré cette disponibilité des fruits et légumes que vous venez de constater, la population nigérienne fait face à une cherté de vie ces dernières années, une situation qui commence à défrayer la chronique au plan national. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le directeur général de l'Agence de modernisation des villes sur les acquis de la modernisation et ce qui reste à faire. Très bonne réception et au revoir. La création de l'agence est un processus qui est parti d'une volonté des plus hautes autorités du Niger. À l'époque, l'ancien président de la République, Issoufou Mamadou, avait initié un développement urbain adossé à des événements. D'abord, pour Niamey, il a créé un programme spécial, le programme Niamey-Niala, qui a permis aujourd'hui au Niger à Niamey d'abriter le plus grand événement de l'Afrique, l'Union africaine. Et pendant l'organisation de ce sommet international, la ville de Niamey s'est dotée d'équipements, d'infrastructures assez structurants, lui donnant la capacité d'accueillir n'importe quel événement international. Mais ce n'est pas ça nécessairement le but. Le but, c'est que Niamey, la capitale du Niger, a connu une évolution démographique, une concentration économique très remarquable, très considérable, mais qui s'étouffait parce que tout simplement il manquait à l'époque d'infrastructures, d'équipements susceptibles de soutenir cette dynamique. Alors le chef de l'État à l'époque a eu cette belle vision d'initier ce programme spécial qui a répondu d'abord à l'attente des populations de Niamey, mais aussi à l'attente des populations du Niger pour faire de Niamey une vraie ville, une vraie vitrine, un modèle pour les autres villes à l'intérieur, les autres régions à l'intérieur, mais au-delà un modèle dans la sous-région africaine. Parallèlement à cela, il a aussi initié un programme de développement urbain adossé à un événement national le plus remarquable qui est la fête de la République. Donc ce qui fait que chaque ville devrait chaque année accueillir cet événement à travers une fête tournante aujourd'hui qui s'est terminée par DIFA. Et des objectifs ont été fixés, et je dirais pour la plupart atteints, et qui a permis aujourd'hui dans toutes les régions du Niger d'avoir des villes dignes de ce nom, d'une part pour à l'intérieur du pays capables
d'accueillir le plus grand événement national et certains événements sous-régionaux à l'échelle africaine, et la capitale de Niamey de se doter les moyens d'accueillir un événement international de grande envergure comme l'Union africaine. Alors, partant de cela, il faut renforcer cette dynamique, il faut continuer cette dynamique, il faut capitaliser sur cette dynamique pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on constate à l'échelle mondiale que plus de 50% de la population aujourd'hui dans le monde et partout dans les villes vivent dans les villes. Les villes deviennent de plus en plus attractives. Les villes connaissent de plus en plus une concentration humaine importante, une concentration d'activités. Il faut absolument accompagner cette dynamique par une construction urbaine qui permet de créer une adéquation entre cette dynamique humaine et la dynamique physique de la ville. Et pour cela, il faut des spécialistes. Pour avoir des spécialistes, il faut trouver des compétences dédiées spécifiquement à la ville. Et c'est pour cela que cette agence spécialisée à la ville a été créée. Et à l'intérieur de cette agence, nous avons des techniciens qui ont des expériences avérées sur le sujet, sur la question urbaine. C'est ça qui explique aujourd'hui la création de l'agence de modernisation des villes du Niger, qui a pour mission de continuer cette dynamique dans la réalisation, dans la mise en œuvre, mais aussi dans l'accompagnement de la mise en œuvre. Pourquoi de l'accompagnement de la mise en œuvre? Parce qu'il faut le noter, dans la ville, nous avons énormément d'acteurs qui interviennent. Souvent des acteurs sectoriels, souvent des acteurs qui sont transversaux, souvent des acteurs qui sont spécialisés à un domaine donné. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, il y a les collectivités qui sont des acteurs transversaux, qui interviennent à plusieurs échelles, sur plusieurs thématiques, sur plusieurs sujets. Elles ne sont pas nécessairement spécialisés, mais ces acteurs ont besoin des spécialistes pour les accompagner, pour les guider, pour les orienter, pour les former, pour les accompagner dans la vision de leur politique de construction urbaine. D'autres acteurs transversaux, c'est le gouvernement. Le gouvernement intervient à l'ensemble du territoire à plusieurs niveaux. Nous, l'AMV, en tant qu'acteurs spécialisés, nous accompagnons aussi le gouvernement dans notre domaine spécifique de compétences qui est le développement urbain, qui est la construction urbaine, qui est la gestion urbaine. Il y a aussi des acteurs dans le sectoriel, ceux qui interviennent sur les questions d'eau, ceux qui interviennent sur les questions d'assainissement, sur les questions d'éclairage, d'électricité, etc. Nous devons être, si vous voulez, maîtres de cérémonie en charge de créer de l'harmonie dans cette diversité d'acteurs qui intervient dans la ville. Voilà, si je peux me résumer, qu'est-ce qui justifie d'abord la création de l'agence et les missions de l'agence. Non seulement nous devons consolider ou aider à consolider ces acquis. Il y a eu énormément de réalisations à Niamey, il y a eu énormément de réalisations dans les autres villes du Niger. Bien sûr, il faut poursuivre, mais avant de poursuivre, il faut consolider cela. Il faut créer les conditions d'une meilleure appropriation de cela. Il faut créer les conditions d'une meilleure utilisation de cela pour leur pérennisation. Après, s'ensuit le renforcement et aller aussi, par la suite vers d'autres champs de développement parce que la ville bouge. Nous devons continuer à faire en sorte que, à l'échelle internationale, que nos villes soient à l'heure de construction urbaine, que nos villes ne soient pas en retard par rapport aux villes de la sous-région, que nos villes ne soient pas en retard par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en termes de développement urbain. Pour cela, nous allons capitaliser sur nos expériences d'ici, mais nous allons aussi capitaliser sur les expériences d'ailleurs. Pour le moment, nous allons nous concentrer
est essentiellement sur les grandes villes. Alors, lorsque tout dépendra de la feuille de route que la hiérarchie va, si la hiérarchie nous demande d'intervenir au-delà, bien entendu, on le verra. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur les grandes villes, les villes qui ont bénéficié d'un programme déjà de construction et de développement urbain par rapport aux fêtes tournantes, mais aussi par rapport, par exemple, pour le cas de Niamey, le programme Niamey-Niala. Alors aujourd'hui nous sommes sur l'identification, la structuration de projets, et les contacts avec les partenaires, les contacts avec les acteurs. Et nous sommes en train aussi de faire l'état des lieux, des différentes réalisations. Il ne sert pas, je pense qu'il faut d'abord faire un état des lieux, savoir qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, quelles sont les insuffisances, les manquements, les erreurs, mais aussi les réussites. Nous allons faire toute cette situation. C'est cela qui va nous permettre de projeter l'avenir, de projeter ce que nous allons faire à Niamey, de projeter ce que nous allons faire à Maradi, à Zender, à Tawa, etc. Nous sommes vraiment dans cette phase de structuration, de définition de projets, mais aussi de réunir les conditions de réalisation financière, mais les conditions aussi de réalisation technique. Vous savez, un projet est toujours complexe. Il faut donner le temps de gérer toutes ces complexités avant d'aller sur le terrain. Vous avez vu, pour le lancement des activités de l'agence, nous avons fait une entrée de matière par le sport, par la culture, par l'environnement. Pour vous dire en résumé, ces trois éléments constituent des priorités sur lesquelles nous allons agir sur n'importe quel terrain, pour des raisons qui sont les suivantes. La première raison, c'est que quand vous regardez la structuration de notre société est majoritairement jeune. Nos villes sont jeunes. Alors nous devons les donner une place privilégiée à cette jeunesse. Et cette jeunesse s'exprime beaucoup plus à travers la culture, s'exprime beaucoup plus à travers le sport. Il faut que nous créions les conditions de valorisation de ces pratiques en milieu urbain. La culture occupe une place très importante dans le sens de l'appropriation de tout ce que nous allons faire comme activité. Parce qu'il faut rappeler que le concept même de réalisation des projets dans les fêtes tournantes était basé sur la culture, sur l'identité. Quand vous voyez Niamey, Niala, le mot Niala crée une certaine identité au territoire de Niamey. Dosso, Soga crée une identité locale. Tiraberi, Chandalo, Difa, Angela, nous sommes déjà dans cette recherche identitaire, et je pense que tout projet a besoin d'une identité, et cette identité passe nécessairement par la culture. Le sport est là aussi pour faire animer ces équipements dans leur utilisation, mais aussi dans l'esprit donc de créer des liens sociaux entre les populations, entre les jeunes. Le sport, bien entendu, permet aussi de faire connaître nos régions, nos villes, notre pays. Vous pensez, vous voyez, je donne l'exemple de Alphaga à travers le taekwondo aujourd'hui, qui a quand même fait parler du Niger partout dans le monde. Nous devons créer les conditions pour le développement des talents de ce genre, et ça ne passe que
que par d'abord la réalisation des infrastructures comme support, mais aussi dans l'accompagnement, dans l'activité de lancement que nous avons fait avec la Fédération nationale de triathlon. Ce sont des jeunes qui ont des performances à l'international et nous voulons créer de la lisibilité à ces jeunes tout en les appuyant et tout en amenant les autres partenaires, les autres acteurs à les soutenir. Nous allons créer ces conditions pour favoriser davantage le soutien à la jeunesse dans tout ce qu'elle va faire pour le développement de nos villes et de notre pays. Sur la question de l'environnement, c'est un enjeu international et c'est aussi un enjeu national. Vous savez aussi aujourd'hui avec les changements climatiques, avec tout ce que nous enregistrons chaque année comme inondation, mais aussi créer aussi un regard critique et un regard de développement par rapport au potentiel que nous disposons. Nous avons fait le choix d'aller sur le fleuve, c'est pour amener les populations à voir ce fleuve, à considérer ce fleuve comme un élément structurant de notre tissu et voir comment on peut bénéficier beaucoup plus du fleuve, pas en tant qu'eau seulement, mais en tant qu'élément que nous pouvons utiliser pour faire du sport, pour faire des activités culturelles. Donc je pense que l'intérêt est là. Nous devons susciter davantage cet intérêt pour que nous nous approprions de notre territoire et de tout ce qui se passe sur notre territoire. Et souvent, on parle beaucoup de sensibilisation tout en perdant les bonnes manières de mettre en œuvre cette sensibilisation. Pour mieux sensibiliser les populations, il faut créer les conditions. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le cadre du programme Niamey Niala, nous avons aménagé des espaces. Nous avons fait le choix de créer les conditions pour que les jeunes viennent à ces endroits. C'est pour cela que vous avez vu la place Anoutab. Nous avons mis le Wi-Fi. Dès lors que nous avons mis le Wi-Fi, et vous savez comment on a eu l'idée de mettre le Wi-Fi? C'est parce que en se promenant, on constate des jeunes adossés au mur de Sonitel qui cherchent Internet. Alors, on s'est dit, alors, si on aménage cet espace, on met le Wi-Fi, certainement ça va éviter à ce que ces jeunes restent dans la rue, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on n'a même pas fini d'aménager cet espace quand les jeunes ont commencé à l'utiliser. On a eu du mal, on a même précipité pour finir rapidement et laisser la place. Et depuis lors, les jeunes s'en approprient. Et il nous arrive, quand on veut s'adresser à ces jeunes, on sait aujourd'hui où les trouver. Il suffit de se rendre là-bas. Nous avons des centaines de jeunes avec qui nous pouvons discuter et échanger. Nous avons aussi, à travers le réseau qui se connecte, nous profitons aussi pour passer des messages à travers ces réseaux. Je donne cet exemple pour vous dire que nous allons créer les conditions, le cadre pour que nous puissions être en contact avec toutes les couches, les jeunes, les femmes. Et pour cela, il faut créer un centre d'intérêt. La dernière fois, l'événement que nous avons organisé au fleuve, nous avons créé un centre d'intérêt à tous les jeunes, à toutes les personnes qui sont intéressées par cet événement. En l'occurrence, tous les quartiers et villages dans le périmètre de Niamey qui vivent au bord du fleuve. C'est l'occasion pour nous de faire passer des messages. Nous avons au niveau de l'agence un volet éducation urbaine. Nous allons à travers ce volet éducation urbaine créer les conditions avec les ministères en charge de l'éducation, les ministères en charge des enseignements pour que nous voyions comment, dans le cadre des enseignements au niveau des différentes écoles, établissements scolaires, comment nous allons créer les conditions pour faire la promotion d'une vraie éducation urbaine. Pourquoi on parle d'éducation urbaine? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui finit de manger sa banane, qui jette dans la rue, ou bien qui finit de manger sa viande dans un sachet, qui laisse ça dans la rue, cette personne, est-ce que c'est plus qu'une sensibilisation?
cette personne a besoin d'une éducation urbaine, que cette personne comprenne que ce qu'elle a jeté dans la rue, alors si quelqu'un n'est pas venu ramasser ça, ça constitue une saleté, ça peut gêner d'autres personnes et par conséquent c'est une faute. Et ça, il faut que nous créions les conditions d'écoute pour que les gens puissent comprendre. Et à mon avis, cela ne peut se faire qu'au niveau de la jeunesse, qu'au niveau des enfants, au niveau des écoles, au niveau des enseignements secondaires, etc. On va travailler aussi avec les structures des jeunes, on va travailler avec les structures de femmes. Nous avons dans le cadre du programme Niamey Niala initié des séances de salubrité urbaine. Ces séances de salubrité à l'échelle des quartiers, c'est une éducation urbaine. Parce que quand vous voyez, même si vous ne le faites pas, quand vous voyez quelqu'un sortir balayer, ça doit vous interpeller. Quand vous voyez votre voisin balayer devant sa maison, ça va vous interpeller. Donc nous avons vraiment ce programme et c'est capital. Votre question, elle est pertinente et elle constitue une priorité. Quel que soit ce que nous allons faire, s'il n'y a pas ce changement de mentalité pour que les gens se comprennent que la sauvegarde du bien public, c'est pas seulement la mairie, c'est pas seulement les collectivités, c'est pas seulement le gouvernement, mais c'est une responsabilité partagée. Au-delà de la responsabilité collective, c'est une responsabilité individuelle. Et il faut absolument que nous arrivons à créer les conditions pour que les uns et les autres comprennent cela. Et toute réussite dépend vraiment d'amener les populations à changer ces mentalités pour nouer avec des mentalités qui sont en adéquation avec cette volonté de construction et de modernisation des villes. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.